Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve avec les top et flops du mois d'avril et on commence avec un film qu'on a regardé à la télé suite au décès de Bertrand Tavernier. Il s'agit de Quai d'Orsay, qui est en fait l'adaptation d'une bande dessinée que voici et qui raconte le parcours, enfin un petit peu les péripéties d'un jeune homme qui rentre au Quai d'Orsay, au cabinet à l'époque de Dominique de Villepin, mais qui s'appelle pas comme ça dans la BD ni dans le film, il s'appelle Alexandre Taillère de Worms, et donc ça raconte un petit peu la vue un petit peu de l'intérieur du fonctionnement du Quai d'Orsay, en tout cas à l'époque où Dominique de Villepin le gérait. C'est assez humoristique. C'est très drôle. C'est vraiment très marrant. Thierry Lhermitte joue hyper bien le rôle de Villepin / Taillère de Worms. Moi je l'avais vu au cinéma à l'époque, j'avais beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'est très fidèle à la bande dessinée. Et je l'ai revu avec grand plaisir. T'avais déjà la BD quand t'avais vu le film au cinéma? Ou je l'ai eu après, mais en tout cas j'avais en tête à la fois le film et la BD, et le film est fidèle à la BD. Bon, ça donne envie de lire la BD en tout cas. Moi j'ai pas lu la BD et le film m'a donné envie de lire la BD. Ah bah je te la prêterai si tu veux. Ensuite, on a regardé Le 5e élément, donc on l'a regardé pour la 1000e fois, parce que je pense qu'on l'a déjà vu et revu. Alors moi, ça faisait quand même assez longtemps que je l'avais pas revu. Pour la dernière fois, je pense que je devais être quelque part à la fac, donc ça commence à remonter un petit peu. Et c'est hyper bien, on a toujours autant de plaisir à revoir Le 5e élément. Franchement, c'est génial ce film. Ah oui, non, il a très bien vieilli et c'est hyper sympa à revoir. Ouais. En particulier, ce qui est sympa en fait en voyant ce film, c'est qu'il y a une ambiance graphique très particulière et donc on se replonge un petit peu là-dedans avec beaucoup de plaisir et quelque part il y avait des parties pris stylistiques pour l'époque dans les costumes des personnages, dans l'architecture, dans les effets spéciaux, et ça donne une patte particulière au film et ça va pas si mal vieilli. 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, honnêtement ça tient encore bien la route quoi. Les effets spéciaux tiennent bien aussi. Des fois la science-fiction des années 80-90, la science-fiction futuriste est un peu ridicule quoi quand on les regarde maintenant. Et là, en fait, je pense qu'à l'époque déjà, ça faisait rire, c'est quand même un peu barré comme univers. Il y a ce côté décalé, mais qui est toujours décalé aujourd'hui. C'est ça, et du coup, ça fonctionne encore très bien. Et les acteurs, ils sont top. Ah bah oui. Ils jouent super bien, donc voilà, un très bon moment. Absolument. Dans ce film. Ensuite, on a également regardé une série de notre enfance. Ou adolescence pour moi. Adolescence, oui. Il s'agit de Buffy contre les vampires, donc que vous connaissez très certainement. Donc Buffy qui est une lycéenne au début de la série, qui est jouée par Sarah Michelle Gellar, qui est dans la réalité à peine plus vieille que son personnage. Je crois qu'elle avait genre 19 ans au début de la série, elle joue une fille de 16 ans. Voilà, donc elle est vraiment à peine plus vieille que son personnage. Et Buffy est l'élue pour combattre les forces du mal, en particulier les vampires. Donc en fait elle a une double vie, elle est lycéenne dans la journée et le soir elle tue des vampires et toutes les forces du mal qui viennent à Sunnydale, la ville où elle habite. Et franchement, je pensais pas que j'aurais autant de plaisir à revoir Buffy contre les vampires. C'est Nico qui voulait revoir cette série, c'est un moment que tu m'en parlais. Et je pensais pas que tu accepterais de tout revoir jusqu'au bout. Je pensais que tu m'enverrais bouler au bout de 2-3 saisons et que je finirais tout seul. Et non, c'était... Non, on se prend au jeu après. Alors après, c'est vrai que les 3 premières saisons sont vraiment géniales. Ouais, c'est les meilleures. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien. Et en fait, il y a une vraie coupure, je trouve, entre la 3e saison et le reste. Je pense qu'au départ, la série devait faire 3 saisons. Ça fait vraiment l'effet que ça fait, c'est qu'au départ, la série devait faire 3 saisons, puis finalement, ça a été prolongé et c'est parti un peu dans une autre direction. C'est que ça devient quand même un peu n'importe quoi. Après, comme toutes les séries qui durent aussi un certain nombre de saisons, enfin Buffy, c'est 7 saisons en tout. Ouais. Donc forcément, la série, elle évolue au fur et à mesure et t'as plus à la fin l'ambiance que t'avais au début et ce qui t'avait accroché dans les premiers temps. Mais on l'a quand même revu en entier. Il y a vraiment le côté, enfin c'est quand même hyper années 90 à bien des égards. Ah ouais, même dans la manière de filmer, dans le scénario, dans tout. Ouais. Et en même temps, tu as aussi un côté très féministe avant l'heure. Alors, à la manière de l'époque, tu vois, c'est pas non plus du MeToo. Mais c'est. Buffy est connu pour ça. Mais là, on le retrouve vraiment, justement, en revoyant la série avec le recul et puis à l'âge adulte et tout, on retrouve vraiment cet aspect-là. Et
pour continuer sur les vieilleries, mais alors cette fois on n'était même pas né quand le film est sorti, on a regardé Alien. Alors Alien, moi c'est un film que je n'ai jamais voulu regarder puisque pour moi c'était un film d'horreur, c'est un film qui me faisait peur comme un film d'horreur. Et Nico voulait absolument me montrer Alien, donc il m'a tanné, et au final je remercie Isa à qui je fais un petit coucou puisque c'est elle qui m'a convaincue de regarder que non, ça faisait pas si peur que ça. Et effectivement, donc Alien c'est pas un film d'horreur à proprement parler, c'est juste un film, il y a une atmosphère un petit peu angoissante puisqu'ils cherchent l'alien et ils se font poursuivre par l'alien, on ne sait pas trop où est l'alien, mais c'était vachement bien. Alors voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été une bonne surprise. Oui, mais ça a très très bien vieilli. Après, il y a quelque chose effectivement de très suranné dans les aspects technologiques, les interfaces homme-machine. Dès qu'ils montrent un ordinateur, là on sourit un petit peu parce que c'est la vision qu'on avait de l'informatique futuriste au début des années 70. C'est le seul truc qui a vieilli. Non, mais c'est ça, c'est le seul truc qui a vieilli. Sinon, le film fonctionne hyper bien, le huis clos, les effets spéciaux en fait sont faits vraiment à partir de. Il y en a très peu. Il y en a très peu, et c'est avec des animatronics, des maquettes, des choses un peu gluantes, etc. Et du coup, ça rend hyper bien à l'image 40 ans après, parce que, même 50 ans après, maintenant bientôt le premier Alien, 72, et ça rend encore hyper bien à l'image après tout ce temps. Et surtout, les décors sont très sombres, en fait, visuellement le film est très sombre, il y a des effets de lumière stroboscope, parce que voilà, le vaisseau tombe en panne petit à petit, des trucs comme ça. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que ça a bien vieilli, c'est qu'il n'y a pas des gros plans sur des décors qui seraient mal faits ou qui auraient mal vieilli. Et là, du coup, l'atmosphère est vraiment préservée. Et au-delà de ça, au-delà du fait que le film a bien vieilli, l'histoire elle est vraiment très très bien et c'est hyper sympa. Et voilà, c'est vraiment un bon film de suspense, quoi. Et on n'a pas regardé que le premier Alien d'ailleurs. Non, c'est vrai, on a regardé le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc les 4 avec Sigourney Weaver. Exactement. Voilà. Et alors après, le deuxième, moi je l'ai trouvé pas mal aussi. Mais après, le troisième et le quatrième, j'ai quand même un peu moins aimé. Mais ensuite, il y a moins cet effet un peu... on va pas dire un effet de surprise avec Alien parce qu'à force, on sait ce que c'est qu'un Alien, mais je sais pas, il y a moins ce côté découverte en fait. Et puis t'as différents réalisateurs qui se sont succédés sur les films, et puis au fur et à mesure que la franchise prenait de l'ampleur, t'avais plus de budget, donc forcément c'est pas filmé de la même manière, t'as plus d'effets spéciaux, mais globalement les 4 films sont quand même hyper bien. Et le premier reste le meilleur pour tout plein de raisons. Mais le deuxième aussi, il est pas mal. Le deuxième aussi, pas bien. Le deuxième, il est quand même assez différent du premier. Je suis d'accord que les deux premiers surnagent nettement, mais tu peux pas dire que le 3 et le 4 sont mauvais en fait. Ils prennent des directions un peu différentes, mais c'est... J'avais moins aimé que le premier et le deuxième. Mais c'est vraiment hyper sympa de revoir les 4 un peu à la suite, de manière assez rapprochée comme on a fait. C'était un grand plaisir. Ensuite, on a revu également Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio. Donc ça, c'est assez long, ça dure 3 heures, mais ça passe plutôt bien. C'est franchement... C'est vraiment bien. On s'ennuie pas, il n'y a pas de longueur. Et donc ça raconte le parcours inspiré d'une histoire vraie d'un mec qui a fait son chemin à Wall Street dans les années 90 et qui est devenu extrêmement riche, mais sans aucune forme d'éthique, et en vendant des actions pourries d'entreprises à moitié bidon à ses clients, et notamment en fait en vendant des actions pas chères à des particuliers qui mettaient toutes leurs économies là-dedans alors qu'en fait ça n'avait peut-être pas marché, mais qui du coup comme ça est devenu immensément riche et qui faisait n'importe quoi autour de ça. Donc c'est... Ouais, mais alors après il commence là-dedans en vendant des trucs un peu pas nets, en arnaquant les gens, mais ça restait légal. En fait, il y a un moment où ça bascule il y a un moment où ça bascule complètement dans l'illégalité. Il fraude le fils qui fraude tout le monde, enfin ça devient vraiment n'importe quoi. Ouais. Et plus en fait les fêtes complètement démesurées qu'il donnait, on le voit aussi qu'il prend de plus en plus de drogues de plus en plus diversifiées, qui ont complètement allumé. Mais c'est présenté de manière très, très humoristique.
il n'y a pas un côté sombre, c'est pas un film genre contre la drogue ou je sais pas quoi. Le fait qu'ils prennent de la drogue est plus présenté comme un ressort comique. Il y a des scènes où on se tord de rire en le voyant faire n'importe quoi, et où il est même misérable sous l'effet de la drogue. On rigeonne quand même un peu parce que c'est une histoire vraie quoi. Enfin, c'est grinçant, mais je veux dire, ça joue pas sur une corde tragique ou sociale, tu vois. Ça reste quand même, on tire plus vers la comédie dramatique que vers le drame. C'est pas Requiem for a Dream quoi. Oui, voilà, c'est pas Requiem for a Dream. Et c'est Leonardo DiCaprio qui joue le rôle de ce type-là, alors moi je trouve qu'il crève l'écran dans ce film. On ne voit que lui pendant 3 heures. Je trouve que c'est une performance d'acteur vraiment pour ce rôle-là. C'est vrai qu'il est dans quasiment toutes les scènes sur un film de 3 heures. Donc on n'imagine même pas ce qu'a dû être le tournage pour lui, à quel point il a dû devoir s'immerger dans le personnage, etc. Et la performance est vraiment d'acteur est vraiment impressionnante. Ensuite, je sais pas si je parlerai de flop, mais bon, je suis un petit peu mitigée moi là-dessus. On a regardé le fameux documentaire sur Britney Spears, donc Frame Britney Spears. Donc c'est un documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est maintenant dispo sur Amazon Prime et qui parle en fait de la mise sous tutelle de Britney Spears. Donc Britney Spears est sous tutelle, c'est son père qui est son tuteur depuis 12 ans. Ce qui est assez incroyable parce que Britney Spears continue de faire de la musique, de faire des concerts, de faire des albums, etc. Et voilà, donc le documentaire parle de cette mise sous tutelle. Mais alors, moi j'ai été quand même un petit peu... je sais pas si déçue c'est vraiment le mot, mais je m'attendais pas à ça. On reste sur sa fin en fait. Ouais, c'est ça, on reste sur sa fin. En fait, le documentaire a fait vraiment beaucoup de bruit quand il est sorti. Justin Timberlake a présenté ses excuses publiquement à Britney Spears et à Janet Jackson, donc rien à voir avec le documentaire. Il a fait un package pour être sûr de ne pas être emmerdé, c'était... Mais en fait, le documentaire est assez court, il fait 1h15 et je trouve que du coup les sujets sont pas très développés. Donc déjà, en fait, ils partent de la carrière de Britney Spears, mais dès le départ, quand sa première apparition à la télé, elle a genre 10 ans, elle est vraiment toute petite. Cette partie-là est assez intéressante du coup, de voir comment sa carrière a décollé et tout ça. Ouais, mais je trouve que c'est pas très approfondi, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup plus de choses à dire sur Britney Spears à ce moment-là. Oui, parce qu'elle a une carrière qui est quand même assez hors norme. Ça m'a pas dérangé parce que le sujet annoncé film, le focus annoncé, c'est la mise sous tutelle. Oui, je sais bien, et c'est là-dessus moi que j'ai trouvé qu'on restait sur sa fin. La partie carrière pour moi c'était plus une présentation, une mise en jambe. Bah oui, mais il y a quand même un long passage là-dessus. Donc dans ce cas-là, il fallait vraiment passer très vite sur la carrière de Britney Spears. Là, je trouve que du coup, je suis restée sur ma fin en même temps sur la présentation de sa carrière. Et après sur la mise sous tutelle. Alors en fait, la mise sous tutelle, on n'a que le point de vue alors même pas de Britney Spears parce qu'elle n'est pas du tout interviewée là, dans le reportage, mais des gens qui soutiennent Britney Spears. Et en fait, on n'a que ce point de vue-là. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que ça aurait été intéressant de voir quelqu'un qui défend en fait le père de Britney Spears. Alors, le père de Britney Spears a été contacté et n'a bien sûr pas voulu être interviewé dans le cadre de ce reportage, mais je pense qu'ils auraient pu trouver des journalistes ou des observateurs un peu neutres qui auraient pu défendre le point de vue. Ils auraient pu présenter des propos un peu plus contradictoires et voilà, même si effectivement c'est quand même assez effarant quand tu réalises que elle est sous tutelle depuis 12 ans et à l'époque où elle était mise sous tutelle, elle avait clairement des gros problèmes et il y avait un contexte. Mais par contre depuis, la nana, elle a repris sa vie en main, elle fait des shows, elle fait des millions de dollars, elle fait des spectacles ultra cadrés, enfin elle bosse quoi, elle est capable d'exercer son métier et de le faire avec succès et de faire rentrer un max de pognon. Non, mais c'est incroyable, et pourtant on continue à considérer qu'elle peut pas gérer sa vie elle-même. Ça c'est assez ouf. Même sur cette fan de Britney, parce que moi je m'en fous de Britney personnellement, mais quand tu regardes un petit peu le truc factuellement, c'est quand même assez malaisant quoi. Mais donc voilà, du coup, conclusion sur ce reportage, on reste sur notre fin. Oui, non, mais c'est ça, on voudrait en savoir plus, mais d'un point de vue, on voudrait en savoir plus, pas en mode en mode journalistique, on aurait aimé un travail journalistique un peu plus poussé, et peut-être un travail de documentaire plus poussé sur la carrière de Britney au début pour faire plaisir à Valérie. Donc maintenant, c'est le moment que tout le monde attend, c'est le moment du Vandame du mois. Donc, le mois dernier, on avait regardé... Tu te souviens Valérie ce qu'on avait regardé le mois dernier ? On avait regardé un film où Jean-Claude Van Damme était Time Cop. Time Cop, ah voilà. Donc un film où Jean-Claude Van Damme joue 2 rôles, tout comme le mois précédent où on avait regardé Double Impact. Et là, ce mois-ci, donc, on a vu le 3e film où Jean-Claude Van Damme joue 2 rôles, à savoir
Répliquant. Donc en fait, dans Répliquant, c'est l'histoire d'un tueur en série qui est joué par Jean-Claude Van Damme et qui est un mec complètement monstrueux qui torture uniquement des femmes avant de les tuer et ensuite il brûle leurs cadavres. Et donc il y a un flic qui traque ce tueur en série et les scientifiques réussissent à récupérer genre un cheveu ou un petit peu d'ADN du tueur sur la scène du crime et ils l'utilisent dans une expérience pour le cloner. Et après ça, l'idée c'est d'utiliser le clone pour traquer le vrai tueur en série. Et donc l'inspecteur qui est en charge de l'enquête prend en charge le clone, qui est donc joué par Jean-Claude Van Damme également, et il court après le tueur. Et donc moi c'est un film que j'aime bien, parce que dans ce film-là, on voit beaucoup la passion avec laquelle Jean-Claude Van Damme jouait ses rôles d'acteur. Alors, il est beaucoup dans le surjeu, et donc on peut pas dire qu'il soit bon en acting, mais par contre il le fait avec une application et une sincérité que moi, posteriori, je trouve touchante par rapport à d'autres stars de films d'action de l'époque, des Steven Seagal ou des Chuck Norris qui étaient beaucoup moins impliqués dans leurs films et qui les jouaient un petit peu plus poker face, scène d'action, Là, Van Damme, il est beaucoup plus impliqué dans le côté émotionnel de ses personnages. Et ça donne aussi une saveur particulière à ce film-là. Valérie, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé Répliquant? Moi, j'ai trouvé que c'était pas fou. Non mais le meilleur ça reste le premier qu'on a regardé en fait. T'aurais pas dû commencer par celui-là parce que du coup la barre est... mais je voulais être sûr que tu voudrais bien regarder d'autres. Donc effectivement on a commencé par Double Team, Double Team qui est pour moi le meilleur. Mais je voulais être sûr que tu voudrais bien qu'on regarde d'autres. Mais bon, peut-être que tu aimerais bien les suivants. Je sais déjà quels seront les prochains. On verra le mois prochain si le Van Damme du mois a plus de succès auprès de toi. Et enfin, ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'un jeu vidéo. Ça fait très longtemps. Ouais, non, c'est vrai. Je vais vous parler de Rise sur Xbox One. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti au tout début de la vie de la console et qu'aujourd'hui on peut trouver d'occasion pour 10 € ou moins, voire même moins de 10 € assez facilement. Et on joue le rôle d'un Romain et on bute des mecs à coups d'épée et de bouclier dans la Rome antique. Ah bah ça a l'air bien. Oui, mais c'est très défoulant, c'est très sympathique. Il y a des effets visuels vraiment bien foutus avec des ralentis, les mecs qui pissent le sang, on peut les tuer de plein de façons différentes avec l'épée qui rentre par là, le coup de bouclier pour achever le mec dans la tempe, enfin c'est très très bien rendu. Et tu nous le vends bien. Hein. Ah ben oui, alors après c'est un jeu d'action, donc il faut aimer effectivement l'action et buter des mecs, mais du coup, après une dure journée de travail, moi j'ai plaisir à jouer à ça, voilà. Donc voilà, c'est tout pour nos top et flop de ce mois-ci. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont vos top et flop du moment. Et puis voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Donc Nico, on te retrouve le mois prochain pour les prochains top et flop. Sans faute. Et un prochain Van Damme. Évidemment, c'est bien, t'as pris l'habitude, voilà, c'est intégré, c'est parfait. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.